Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le lundi 19 mai 2025, nouvelle vidéo sur les cryptos. On a pas mal de choses à voir en ce début de semaine. Vous allez voir que ce week-end, ça a été assez agité. Il y a eu pas mal de mouvements, surtout du côté des particuliers. Comme d'hab, hein. En général, de toute façon, le week-end, c'est pas les professionnels qui font bouger le marché, mais beaucoup plus les particuliers. Du coup, on est sur des mouvements parfois qui n'ont pas trop de sens. Et vous allez voir que hier soir, c'est assez étonnant. On est allé pousser au niveau de la hausse pour aller chercher un nouveau plus haut. Et on était plus dans l'optique de voilà, break le haut du range pour bam, repartir et aller chercher la TH. Finalement, donc c'est ce qu'on a fait. On allait chercher, vous allez voir, une clôture weekly historique, c'est-à-dire que c'est la clôture weekly la plus haute qu'on ait jamais faite. Et derrière, ce matin-là, on est arrivé, bam, on a tout rééclaté à la baisse. Et du coup, on est revenu sur le support des 102 000 $, qui est du coup le support en H4, en 4 heures qu'on a à court terme, et qui est très intéressant, parce qu'en fait, ça fait déjà 2, voire 3 fois qu'on revient dessus, et à chaque fois, en fait, on vient rebondir dessus. Donc ça peut être intéressant de long là-dessus. Malgré ça, il faut quand même attendre la session US. Donc ça, vous la verrez quand la vidéo sortira. La session US sera déjà là parce que c'est à 15h30. Et donc, on aura sûrement pas mal de mouvements à ce moment-là. Après, globalement, sur BTC, si on regarde plus en daily, on est sur le même scénario là que je vous répète depuis plusieurs vidéos, qui est on attend soit un nouvel ATH pour, voilà, moi je me repositionne à ce moment-là quand on relance une nouvelle tendance haussière, ou alors j'attends le retour voilà, sur vraiment le bas du range, mais pas sur un H4, mais en daily, qui est à 92 000 $, beaucoup plus bas, avec le gap CME, les liquidations et le ruban aussi de mon immobile qui est au passage à peu près à cet endroit. Donc ça, c'est pour BTC. Pour les altcoins, c'est tout autre chose. Rappelez-vous, on avait vu dans la dernière vidéo que je commençais à me positionner, je mettais des ordres un peu à la baisse pour aller chercher en fait les alts qui reviennent dans le ruban en daily. Et du coup, bon, c'est plutôt bien passé parce qu'en fait, il y en a eu où c'est bien passé, d'autres un peu moins. C'est forcément le cas avec les altcoins parce qu'en fait, les altcoins vont tous plus ou moins avoir la même direction, mais il y en a, ils vont beaucoup plus pousser que d'autres, que ce soit la baisse ou la hausse. Et du coup, j'ai étonnamment certains altcoins où j'ai même pas tous mes ordres limites qui ont été pris, c'est-à-dire qu'il me reste encore des ordres à aller chercher et il faut que l'altcoin descende encore pour que voilà, ils prennent mes derniers ordres. Et inversement, j'ai des altcoins qui sont beaucoup trop descendus, qui se sont passés en dessous du ruban en daily, ce qui fait que je me suis fait sortir sur certains altcoins. Donc voilà, je vais vous montrer un peu voilà, sur quoi je suis encore, qu'est-ce qui me reste comme ordre à choper et lesquels où je me suis fait sortir aussi. Mais bon, vous allez voir, assez compliqué les altcoins parce qu'on a une BTC de dominance qui est pas mal remontée et du coup forcément on a un écart entre les altcoins et BTC qui se creuse. Mais ce qui est super intéressant, c'est que là en fait on va savoir si ou pas on est sur voilà, un rebond de la BTC dominance pour boum, enfoncer plus bas comme on a à chaque fois quand on inverse BTC dominance où on a toujours un petit rebond et bam, on vient chuter beaucoup plus fort. Et là, on aura beaucoup plus de performance sur les altcoins. Ou alors, c'est tout simplement juste un fake comme on avait eu plusieurs fois là durant les derniers mois où en fait, juste on descend, on profite un peu sur les alts et ensuite, boum, on revient plus haut sur BTC dominance. Et là, ça repart plein pot sur BTC. Et ça, on le saura forcément durant cette semaine. Donc voilà pour aujourd'hui. On va directement sur Twitter. Avant de passer sur les graphes à court terme, je voulais vous montrer rapidement. Ça fait longtemps que je ne voulais pas passer les NFT. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les NFT et pour vous montrer à quel point, alors je sais pas si vous en reste, moi il m'en reste personnellement, mais à quel point ils ont pris cher. La seule collection qui a pour l'instant bien survécu, qui s'en est bien sortie, c'est CryptoPunk, qui était l'une des collections les plus connues, qui est passée de 21 ETH à 45 ETH, donc quasi un x2 sur leur collection en plus de la performance de TH, en l'espace de à peu près un an, vous voyez. Du coup, ça fait passer en dollars de 50 000 $ à 109 000 $, donc à peu près un x2. Pas mal, mais c'est pas non plus exceptionnel. Et par contre, le reste, vous voyez, regardez, Bored Ape, oui, là, c'est complètement à perte, quoi. On est passé de 70 ETH là, vers 2023-2024 à seulement 10 ETH actuellement. C'est la même chose pour des Gods. Il y a eu pareil aussi pour Pudgy Penguins, là, c'est la même chose, où il y a eu un gros top fin 2025 où en fait on a eu un regain sur cette collection et derrière boum c'est redescendu complètement. Bon, moi personnellement j'étais pas sur ces collections mais j'étais beaucoup plus sur Clonix. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais acheté genre peut-être 5-6 Clonix, donc j'avais bien investi un bon entre 50 000 et 100 000 $ dessus et aujourd'hui ça vaut quasi plus rien, quoi. Et en fait moi j'étais parti du principe que c'était Nike derrière Clonix etc qui allait pousser cette collection et en fait au final on se retrouve avec un désintérêt total, Nike qui se sépare du projet, enfin bref, du coup ça vaut plus rien. Bon, forcément les NFT là, ceux qui ont gardé les NFT, c'est très perdant, en fait c'était très compliqué d'en sortir du profit et on voit à quel point encore une fois vous voyez ce genre de mode en fait c'est très court terme, c'est-à-dire c'était fin 2021 début 2022 et en l'espace de quelques mois t'as tout qui se prend une énorme claque et en fait au cycle suivant, donc celui qu'on est en train de vivre actuellement, on voit qu'en fait il y a quasi rien qui revient et ça il faut bien vous le mettre en tête que c'est le cas aussi pour la plupart des altcoins où vous allez voir que pas mal d'altcoins d'un cycle à un autre, ils perdent complètement leur intérêt et du coup les investisseurs passent à autre chose et en fait ils récupèrent jamais leur performance qu'ils ont eu dans le passé. Et c'est le cas même pour des gros altcoins. Ouais, par exemple en 2017 on avait des gros altcoins comme je sais pas, on avait Dash, on avait m'en souviens de Litecoin qui était très gros, XRP etc, même EOS, j'en oublie parce que c'était à longtemps, mais tous ces tokens là qui étaient très populaires en 2017
l'ont pas du tout été en 2021. Et la même chose actuellement. Vous voyez, beaucoup de tokens en 2021, comme EGLD, qui étaient très hype, je sais pas, Chiliz, EUS, même le VET, vous voyez, par exemple, qui ont été très hype en 2021, qu'ils sont beaucoup moins aujourd'hui. Et qui sont remplacés un peu par les tokens plus hype actuels, comme les TAO, BGB, etc. Et inversement, vous allez voir que les tokens qui sont hype aujourd'hui le seront pas forcément au prochain bullrun. Pour ça, il faut toujours garder ça en tête que voilà, le but des altcoins, le but des NFT, de ces modes-là, plus court terme, c'est vraiment de les garder sur l'échelle d'un cycle maximum et de s'en débarrasser avant le bear market. Et ce qui n'est pas facile, surtout en fait quand c'est la première fois. Quand c'est la première fois, tu t'imagines pas à quel point en fait un altcoin comme ça qui peut être très hype peut être à la fois complètement mis de côté les années qui suivent en fait. Et la seule solution à ça au final, c'est juste prendre des profits. Quand vous avez votre altcoin qui explose, un peu comme là je parlais de BGB qui a complètement explosé, moi j'étais sur du x20, x30, x40, et en fait je prends une profit, je prends une profit, je prends une profit. Et même chose chez par exemple Cookie qui est fortement monté, j'en avais pas mal, pareil, je pris profit, je pris profit, même chose sur ATR. Alors ça c'était plus il y a un an, en 2024, mais dès que je vois que ça monte, ça fait des x20, x30, x40, forcément je cash out. Ce que je faisais pas forcément en 2021, parce que là j'étais hype, j'étais dans le truc et je me disais que ça pouvait encore plus monter. Et après l'autre piège où il faut faire gaffe, c'est les profits que vous prenez, c'est pas les réinjecter en fait dans d'autres altcoins qui n'ont pas encore pété, parce que vous prenez encore plus de risques à faire ça quoi. Et plutôt quand vous commencez à cash out, ça c'est vraiment la chose que je plus mettre en place, je pense, pour si on a un retour des altcoins là pour la fin d'année, c'est dès que je cash out, je le mets de côté et bam, je l'injecte dans l'immobilier, je l'injecte, je sais pas, dans les marchés tradis, je la mets de côté, je la réinvestis pas en tout cas dans les cryptos, parce que c'est reprendre du risque supplémentaire sans être sûr derrière que tu vas pas recash out une deuxième fois. Donc voilà. Ensuite, on passe sur, tiens, Arthur Hayes, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Rappelez-vous, la dernière fois qu'on l'a vu ensemble, c'était en décembre, quand il nous parlait. J'étais plutôt d'accord avec lui. J'avais fait un tweet où je récapitule un peu ce qu'il disait. C'était le fait que le marché, enfin, BTC, lui, il voyait BTC baisser au mois de janvier par rapport à l'investiture de Trump. Où en fait, l'investiture de Trump avait été très pricée déjà par le marché de la crypto. Et que du coup, quand voilà, la news allait sortir que on allait voir l'investiture de Trump qui est connue par tout le monde en janvier, forcément, voilà, buy the rumor, sell the news, vous connaissez l'adage. Et derrière, du coup, le marché allait tranquillement redescendre, corriger pour les prochains mois, janvier, février, mars, et ensuite, boum, repartir éventuellement pour l'été. Et du coup, c'est ce qu'il avait dit. Ça a extrêmement bien marché parce que c'est exactement ce qu'a fait le marché au final. Et là, du coup, il nous dit une nouvelle un peu prédiction. Bon, ça va prendre avec de grosses pincettes, mais il lui dit que pour lui, il déclare que l'alcool season devrait venir cet été ou au début du troisième trimestre. Et moi, je suis plutôt d'accord avec lui. Alors, peut-être pas trop cet été. À voir, comme j'expliquais là, dans la dernière vidéo, je prenais déjà quelques positions sur les altcoins, mais avec des faibles capitaux pour essayer de surfer le début de la tendance s'il y en a une. Mais si on n'a pas, c'est pas grave. Je garde la majorité de ma liquidité pour plus tard, quand on aura des vrais signaux, quand on aura vraiment le retournement d'un BTC dominance et de l'alcool season qui se lance quoi. Et ça, je pense que ça peut plutôt arriver un peu comme en 2007 au final, plutôt sur le troisième trimestre. Vous voyez, septembre, octobre, novembre, décembre par exemple, ça peut être logique. Et ensuite, il nous dit que l'or représente 20% de son portefeuille d'investissement personnel et que selon lui, la croissance de TH pourrait dépasser celle du Solana au cours des 18-24 prochains mois du marché haussier. Il pense aussi que Bitcoin atteindra 1 million de dollars à la fin du mandat de Trump. Ça me paraît beaucoup, mais c'est pas impossible non plus. Alors ça paraît vraiment beaucoup parce qu'en fait, à la fin du mandat de Trump, donc on sera plutôt au prochain bull run. Et encore, à la fin du mandat de Trump, ce sera du coup, si je me trompe pas, du coup, fin 2028, et donc ce sera juste avant le bull run 2029. Mais si on prend en compte le bull run de 2029, on peut atteindre, je sais pas, peut-être 500 000 dollars, c'est pas impossible. Mais 1 million, ça me paraît quand même énorme. Et là, son prix qu'il vise pour BTC à la fin de ce cycle, c'est 250 000 dollars. Ça aussi, ça me paraît beaucoup. 150 000, 200 000, ça me paraît plus logique. Mais bon, à voir. Après, c'est pas parce qu'il a eu raison une fois qu'il aura forcément raison deux fois. Mais c'est vrai que c'est quand même un ancien de la crypto qui, en général, a fait des plutôt bonnes prédictions. On continue avec la macro US qui vient de tomber. On vous a fait un cumulatif, donc il y a plusieurs choses. Il y a le CPI, indice de l'inflation, hyper important quand on va voir ensemble. Le PPI aussi, qui est très important, mais cette fois-ci, c'est pas l'inflation, enfin l'indice de l'inflation, mais c'est l'inflation sur les prix de production, la vente au détail, l'inscription au chômage et l'indice du consommateur. Donc le plus important, le CPI, il a été un peu mitigé. Vous voyez, on a eu, donc rappelez-vous comme d'hab, on a le CPI YOY, MOM, donc c'est au niveau de l'année, au niveau des mois, et le corps, c'est ce qui est privilégié par la Fed. Ok, donc il faut plutôt regarder le corps, ce qui est privilégié par la Fed. Bon, ce qu'on voit, c'est qu'au final, c'est à peu près les mêmes, que ce soit au niveau du corps ou sans le corps. Ou quand c'est en année, en YOY, vous voyez, on est bon. C'est-à-dire qu'on est à 2,8, avant on était à 2,8 et on prévoit 2,8, ce qui était bon. Au niveau du MOM, donc au niveau du mois, on a été du coup au-dessus, en dessous plutôt de ce qu'on avait prévu. Ouais, on avait prévu 0,3 et on se situe à 0,2. Et en gros, ce qu'il faut en déduire de ces données, c'est plus l'inflation augmente, plus la Fed sera restrictive, mais elle ne doit pas non plus passer sous les 2%. Ça veut dire que voilà, plus l'inflation augmente, plus la Fed va être dure avec les taux d'intérêt. Ce qu'il n'y a pas dans l'autre sens. Nous, on veut une baisse des taux d'intérêt. Pour qu'il y ait une baisse des taux d'intérêt, il faut que l'inflation se stabilise ou même baisse. Il ne faut pas qu'elle monte.
Donc là, vous voyez, c'est plutôt mitigé parce qu'on a une inflation qui est pas forcément dans le sens qu'on veut là en MOM. Et comme on explique en dessous, beaucoup se sont enjoués de voir un CPI chuter. Mais lorsque l'on regarde l'ensemble des données qu'on a eu, le bilan est très mitigé. Pour le moment, il ne faut pas croire que ces données vont donner une crédit à une baisse des taux, comme beaucoup ont pu le dire. Et ça, il faut faire hyper gaffe parce que bon, on anticipait beaucoup une baisse des taux en mai. Finalement, après, c'était en juin. Finalement, maintenant, c'est en juillet. Et finalement, ce sera sûrement en septembre, voire plus. Et en fait, plus la baisse des taux d'intérêt s'éloigne dans le temps, plus c'est compliqué aussi pour le marché d'aller voilà, de lancer une tendance haussière, enfin, d'apporter des liquidités sur le marché parce que ça fait loin en fait et on n'est pas sûr encore que ça se passe bien et qu'on ait une baisse des taux d'intérêt à ce moment-là vu que ça fait que s'éloigner. Bon, ensuite, on a eu le PPI, donc ça, c'est pareil, l'indice de production, donc qui est aussi très lié à l'inflation. Par contre, de ce côté-là, ouais, on est très bien, que ce soit au niveau du PPI YoY, MOM et aussi au niveau des corps. Tout est bon, on est tout dans les prédictions qu'il y a eu. Donc ça, c'est excellent, surtout en prenant en compte qu'on a eu toutes les difficultés avec Trump par rapport aux taxes douanières, que ce soit sur l'import-export et le fait d'avoir donc, ces données qui tombent, qui sont dans le bon sens des prix de production au niveau de l'inflation. Enfin, l'indice des prix de production, c'est très bien. Mais le plus important, voilà, comme d'hab, hein, ça reste le CPI et pas le PPI. Enfin, c'est surtout ce que va regarder la Fed au final. Mais le PPI voilà, va avoir un impact en fait aussi sur le CPI. Ensuite, la même chose pour la vente au détail. Pareil, ça va avoir un impact au final sur l'inflation. Donc là, on est bon. Au niveau du chômage, pareil, on est très bon aussi. Et le dernier, c'est l'indice du consommateur, où là, par contre, on est sur le plus bas depuis juillet 2022. Vous voyez, on est vraiment sur le plus bas qu'on avait fait ici. Et en fait, tout simplement, ça, alors c'est très bien expliqué, mais vous voyez, cette data démontre un manque de confiance dans l'économie. On peut d'ailleurs retrouver ça dans les courbes de rendement obligataire qui continuent de grimper. Et à noter, vous voyez, toutes leurs prédictions sur l'inflation sont en nette hausse. C'est-à-dire qu'ils anticipent une hausse de l'inflation, ce qui n'est pas du tout ce qu'on veut. Bon, après, ça va prendre avec des pincettes aussi, parce qu'en fait, c'est tout simplement des questionnaires et interviews téléphoniques qui sont réalisés tous les mois sur des consommateurs. Et en fait, du coup, ça donne un peu l'économie du pays actuel, du point de vue voilà, de l'opinion du consommateur. Donc, bref, pas mal de données. N'hésitez pas à me dire en commentaire voilà, si ça vous intéresse ce genre de données, parce que c'est vrai que c'est un peu rébarbatif. Parfois, on a du mal à comprendre et c'est un peu niché, en fait, au final, d'aller chercher l'inflation, le PPI, etc. et de tout comprendre. Mais là, je trouve qu'on fait quand même un super taf de bien vous expliquer. J'espère que c'est clair. N'hésitez pas à dire qu'est-ce que vous voulez qu'on éclaircisse par rapport à ces données-là. Qu'est-ce qu'il faudrait mieux expliquer, en fait, pour que ce soit voilà, un peu mieux les prochaines fois et que vous comprenez mieux, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de data, il y a pas mal de termes un peu complexes qui au final désignent des choses pas si complexes que ça dans l'économie. Donc on essaie de vous le simplifier au maximum, mais c'est vrai que c'est cool si vous pouvez nous donner des retours pour qu'on améliore encore tout ça. Allez, on passe enfin sur les graphes. Regardez ça, alors je vous ai mis le graphe des liquidités où on avait, donc comme d'habitude, on l'avait vu ensemble, mais vous voyez vers les 93 000 $, on a pas mal de liquidations de longues qui sont accumulées à cet endroit, donc c'est pour ça que ça peut être une zone intéressante à revenir chercher. Et surtout, vous voyez, ce week-end, on avait pas mal de liquidations de short qui sont venues aux 105 000 $. Et donc je disais que, vous voyez, on a pas mal de liquidations de short, donc ça pourrait être intéressant d'aller pousser vers les 105 000 $, sortir ces shorts qui sont quand même assez présents, qui sont juste au-dessus de nous. Et ça va pas louper, parce que regardez ça, on est juste, boum, allez sortir, et ensuite on est redescendu. Et du coup, je disais, à voir demain en fait, lundi, donc aujourd'hui, si ou pas, on va revenir donc en bas du support en H4 qu'on a ici, vers les 92 000, ou alors on va les break à un TH, et boum, vous voyez, on est revenu sur le support, on a commencé, c'était n'importe quoi, hein. Ça c'est vraiment la volatilité, les gars, des particuliers. Vous voyez, boum, 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 boum. C'est vraiment les montagnes russes. Vous voyez, on monte très fort, on redescend, on remonte très fort, on redescend. Et au final, on allait chercher un petit ATH là, au niveau de la clôture weekly, pour revenir sur le support, vous voyez, qu'on a là en H4 vers les 100 000 $. Et par contre, comme j'expliquais, vous voyez, la clôture weekly, regardez, historique, c'est la première fois. Alors ici, elle était à peu près égale à celle qu'on avait là. Mais vous voyez, c'est la première fois qu'on fait une clôture weekly aussi haute sur BTC, à 106 000 et quelques dollars. Donc ça, c'est très bien. Ça veut dire que voilà, on va chercher un nouveau plus haut au niveau de la clôture weekly. Et rappelez-vous, les clôtures, c'est beaucoup plus important, enfin c'est beaucoup plus intéressant comme signal que d'avoir une mèche ou même une clôture daily. Donc c'est très bien. Après, on n'est pas sur une bougie de break, vous voyez, comme on peut l'avoir ici ou même qu'on a cassé ici. On est juste sur une petite bougie. J'ai vraiment envie qu'on aille chercher la bougie de break et qu'on break. Ça peut prendre un peu de temps, hein, vous voyez, le fait de revenir en dessous des 90 000 pour ensuite, boum, répéter. Ça peut prendre tout l'été, mais j'ai vraiment envie qu'on passe cet ATH là au niveau de la clôture weekly, comme on l'a fait là, mais avec beaucoup plus de volume et une grosse bougie break pour pas qu'on se tape un double top. Parce qu'en fait, là, on pourrait reprocher la même chose qu'en 2021. Ouais, on a fait un premier top et ensuite, boum, correction, deuxième top et là, boum, on part bien market. Ce serait assez étonnant, personnellement, c'est pas ce que je privilégie, mais c'est quand même quelque chose à avoir en tête. Si on passe un peu sur les datas, vous voyez, on a eu quand même 700 millions de dollars de liquidation, donc on a quand même pas mal de positions ouvertes. On le voit au niveau de l'open interest qui est encore très très haut et comme d'hab, une majorité de longues par rapport à la petite correction qu'on a eue.
Si on passe au niveau de la heatmap des liquidations, regardez en 3 jours, c'est trop drôle parce que vous voyez, on était ici vers les 100 000, boum, on avait liquidé un peu tous les shorts là ce week-end qu'il y avait, et boum, on redescend et liquider les longues ici. Donc pas mal de liquidations. C'est pour ça là que c'était pas forcément intéressant d'aller trader ce week-end, hein, c'était plus de la volatilité de particulier, donc à éviter. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous voyez, toute liquidation qu'on a ici à 93 000, 92 s'enlève de plus en plus, et au final là on avait un gros cluster de liquidation qui s'est pas mal enlevé parce qu'en fait plus on reste vers cette zone, plus au final les trades se coupent qui ont leur liquidation ici pour mettre d'autres trades souvent plus serrés. C'est pour ça qu'on se retrouve avec plus de liquidation à cet endroit et moins ici. Bon, moi, ce qui me fait un peu peur avec ce genre de mouvement, c'est que ouais, on a pas mal de liquidation à aller chercher, et en fait souvent ça peut être donc une dynamique haussière en fait, qui se relance, ouais, on break du coup le niveau qu'on a là et boum, on repart. Ou alors, juste comme on a fait ici, en fait, juste un short squeeze pour sortir les shorters et ensuite, boum, repartir à la baisse. Et souvent, c'est oui, quand vous avez un cours un range comme ça et que vous voulez partir à la baisse, mais en fait, souvent, on va chercher le haut du range par liquider les liquidations vers le haut et ensuite, boum, plonger complètement. Et inversement, quand vous voulez partir au niveau de la hausse, bah, souvent, on va chercher les liquidations en bas ici avant de boum, péter la hausse pour liquider un maximum de personnes dans les deux sens avant de prendre une direction. Donc là, franchement, le support qu'on a ici en 4 heures, vous voyez, vers les 102 000, à surveiller de près parce que il y a grave moyen en fait soit on rebondit, soit on passe en dessous, hein, c'est le principe de support, mais il y a pas mal de chances aussi que avec l'ouverture US là qu'on va vivre cet après-midi, qu'on casse ce support et boum, on vient plonger beaucoup plus bas en cherchant toutes les liquidations de longue juste après avoir cherché celle qu'on avait ici au niveau des shorts. Bon, le peu terrestre, il a fait un plus haut, il me semble, hier. Hop, si on va regardez ça, ouais, hier il était c'est pas sur un plus haut mais pas très loin. Ouais, on est quand même sur un peu terrestre qui reste encore très très haut, donc on a encore beaucoup de positions qui sont ouvertes. Et ce qui est intéressant avec cette data, c'est que on a énormément de shorts qui sont ouverts. Alors, on a quand même plus de longues que de shorts parce qu'on est en positif, mais ouais, on a très peu de longues, 0,008. C'est pas énorme, même si c'est un peu plus que ce qu'on avait la dernière fois, on était je crois à 0,012. Mais ce qui est bien avec cette data, alors ça veut pas forcément dire qu'à court terme là c'est carrément haussier, qu'on va reposer sur le support, on peut très bien encore casser à la baisse, mais ça veut tout simplement dire qu'on n'est pas sur un FOMO des longues, et on n'est pas sur un top en fait, où on est sur voilà, du FOMO. Contrairement à ce qu'on avait en janvier. Et ça, c'est plutôt bon signe pour pas avoir un top, si vous voulez. On peut avoir un top local là, à court terme, mais c'est bon signe pour pas avoir un top plutôt long terme de top de bull run. Ça, en fait, souvent, à chaque fois, les tops de bull run, c'est souvent sur des moments où le marché est grave dans le FOMO, dans l'euphorie. Et c'est souvent ces moments-là où on a le top en fait, du bull run. Et pour l'instant, oui, c'est pas le cas par rapport en tout cas à ces données-là. Et rappelez-vous, on avait vu aussi les funding au niveau des altcoins. Vous voyez, ça a bien dégonflé. On avait vu ensemble le fait que c'est toujours la même chose où en fait sur les altcoins on avait des vagues où vous voyez c'était une vague de orange, donc ça veut dire que les altcoins montaient pas mal, ensuite ils venaient corriger, du coup ça faisait une phase vert bleu, vous voyez, où on corrigeait pas mal, et ensuite une fois qu'ils avaient bien corrigé, boum, ça remontait, et du coup de nouveau du orange, et puis boum, ça corrigeait et boum, ça remontait, et du coup c'est ce qui faisait la tendance haussière, vous voyez, avec des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts aussi. Et ouais, du coup là on a vécu un peu ça avec l'orange qui commence à arriver, la grosse phase de vert, et là le but serait de revenir sur du orange, ensuite revenir sur le vert, etc. Bon, pour revenir sur BTC au niveau de TradingView, vous voyez, c'est ce petit support qu'on a ici en 4 heures. Pour prendre un peu plus large en daily, vous voyez, on a vraiment donc toujours ce gros range avec les 92 000 ici et le ATH vers les 107 000, 108 000 $. Donc là, on est pile en haut du range. Comme dans les dernières vidéos, personnellement, je prends pas de position à ce niveau-là, juste en dessous d'une résistance. C'est vraiment chaud, quoi. Et c'est essayer d'anticiper le fait qu'on va casser ça. Donc je préfère attendre voilà, une cassure, un pullback éventuellement pour me positionner, ou alors retour en bas du range ici pour me positionner et rejouer voilà, ce mouvement-là. Mais pour l'instant, j'y touche pas trop. À court terme, là, il y a peut-être possibilité, mais voilà, faut attendre l'ouverture US. Mais vu que je suis pas là cet après-midi, je pense pas que je vais la jouer. Mais il y a possibilité vous voyez, de jouer ça, par rapport au fait qu'on revient à chaque fois sur support, et du coup là on pourra avoir un rebond pour boum, repartir en haut. Mais c'est vrai que comme je vous ai montré avec liquidation, vu qu'on avait pas mal de liquidation ici, qu'on est venu les chercher, et ben vous voyez, on peut replonger pour aller chercher donc toutes les liquidations qu'on a là, même bien aller chercher encore plus bas. Parce que comme d'hab, hein, quand on a un range et qu'on a pas mal de liquidation par exemple à cet endroit, hop, on va chercher, on va coller ici avant de péter. Inversement, si on a pas mal de liquidation ici, on va aller chercher les liquidations en haut avant de boum, casser la baisse. Donc je me méfie, je sais pas ce qu'on va faire parce que j'ai pas de boule de cristal, mais en tout cas cette zone des 102 000, voilà, elle va être importante pour cette semaine. Si on repasse rapidement, vous voyez sur le ruban, on a le ruban qui est bien remonté. Alors ça va avec le temps de latence qu'on a eu, hein, parce que rappelez-vous, toujours temps de latence sur le ruban, c'est-à-dire que vu que le cours est monté très fort ici, et même si là il stabilise, en fait le ruban il encaisse toute la hausse qu'on a fait ici. C'est pour ça qu'il est aussi haut. Derrière, si vous voyez, on vient chuter complètement, pareil, il va commencer à baisser, et du coup on a le ruban qui va revenir vers les 92. Donc pour l'instant on n'y est pas, mais ce sera quelque chose à surveiller si jamais on part dans ce sens-là. Sinon, rappelez-vous de ce graphe qui a été trop intéressant, je trouve, quand on passe en weekly.
quand on accumulait les 3 indicateurs, donc le ruban, il y avait le RSI et le MACD. Vous voyez, on commence un peu à s'essouffler là, sur cette indication-là. Alors elle était super pertinente quand on était ici et qu'on commençait à se retourner, vous voyez, on avait donc, le rebond sur le ruban, le MACD qui commençait à croiser et ça a croisé parfaitement, c'est nickel. Le RSI qui faisait un petit W vers la zone des 45 et comme d'hab, hein, quand on relance une tendance haussière, vous voyez, ben, on a des phases où ça monte très fort, ça recorrige avant de remonter. Par ici, vous voyez, ça corrige un peu avant de remonter. La même chose, en fait, on a un petit temps de pause, vous voyez, on corrige, on peut très bien faire ça avant de remonter. Même chose pour le MACD, mais c'est vrai qu'on voit au niveau du MACD, vous voyez que là, on était vraiment donc au croisement. Ensuite, on a tout ça qui arrive. Là, pareil, vous voyez, le croisement, on a tout ça qui arrive. Et là, on est vraiment au début du croisement. Donc, on a encore de la marge, vous voyez, avant d'aller chercher un FOMO, une euphorie sur le marché, quoi. Enfin, sur BTC. Mais vu que c'est des grosses time frames, enfin, vu que c'est du weekly, malgré ça, vous voyez, on peut quand même avoir une correction à court terme qui fait un peu mal et qui n'empêche pas en fait la tendance haussière de fond qu'on a, vous voyez, juste ici. Ce qui est intéressant à très court terme, c'est qu'on avait un petit gap CME à aller chercher, qu'on avait comblé directement. Vous voyez, hop, quand on zoome un petit peu ce week-end, on a ouvert un gap CME là vers les 104 000 $, qu'on est directement allé combler. Donc ça, c'est cool. Par contre, on a toujours ce gap CME, vous voyez, au niveau des 92 000 là, qui peut être un gap de rupture. C'est toujours ça un peu le problème quand on est en début de tendance haussière comme ça. On ne sait jamais si ou pas c'est un gap de rupture. En fait, derrière, on a une forte tendance haussière qui arrive, ce qui est très probable aussi. Ou alors, on va venir le combler. Et vu que c'est sur les 92 000, c'est vrai que ça peut être un point intéressant à aller chercher. Il aurait été juste en dessous. Franchement, il aurait été à 88, 89. Et j'aurais bien plus... je serais bien plus parti sur un gap de rupture. Mais c'est vrai que là, le fait qu'il soit pile sur le bas du range, qu'on peut revenir chercher durant cet été, bon, à voir. C'est un peu du 50-50. Derrière, on a un Bitcoin dominance qui est bien rebondi, malheureusement, pour les altcoins. Donc là, c'était vraiment intéressant le retournement qu'on avait, parce qu'on ne l'avait pas eu depuis ce moment-là. Et ça, c'est toujours le problème de savoir si ou pas. Mais c'est un peu comme le marché trading, hein. Tu sais jamais si on part vraiment en tendance baissière ou si on fait juste un VO bottom. Et ça dépend tout le temps du rebond qu'on fait. C'est-à-dire que, ouais, par exemple, regardez, là, je suis en 2021, vous voyez, sur un Bitcoin dominance, bah, quand on avait, hop, la grosse correction, et en fait, on rebondit, on refait un plus haut, bah, on repart sur une dominance de BTC. Et là, vous voyez, pareil, grosse correction, enfin, petite correction plutôt, rebond, mais là, rebond, hop, on fait un plus bas. Là, pour être sûr que bah, ça va partir bien plus bas, en fait, quand on recasse l'ancien plus bas qu'on avait ici, ouais. Et ça a été le cas. Et là, du coup, c'est après la même chose. Où pour l'instant, bah, on est sur le rebond, on ne peut pas faire grand-chose. Et les seules choses qu'il faut attendre, c'est donc ce niveau-là et ce niveau-là. Si vous voyez que bah, on continue le rebond, on fait un plus haut, là, pour être sûr bah, qu'on va repartir pour mettre des dominances qui va remonter pour plusieurs semaines, plusieurs mois et qu'on va faire un nouveau plus haut avant éventuellement de se retourner. Par contre, si là, vous voyez, on fait le rebond, on commence à se retourner et en fait, on revient sur ce niveau-là et on le casse, là, ça peut être super intéressant de regarder sur les altcoins assez fort parce qu'en général, bah, quand on casse ça, bah, on va hop, chercher beaucoup plus bas avant de refaire un rebond, vous voyez, et ainsi de suite. Donc, voilà, c'est un peu les deux niveaux à regarder attentivement. Pour les altcoins, justement, au niveau du total 3, vous voyez le point pivot qu'on avait ici aussi. Pareil, avec toutes les zones de support qu'on avait tenues et là de résistance sur lesquelles on s'est fait rejeter. On revient dessus, on se fait rejeter, ça fait mal. Mais bon, comme d'hab, hein, chaque fois qu'on a une zone de résistance comme ça, on ne passe jamais du premier coup. Et souvent, bah, on a un premier test, on se fait rejeter, pour ensuite, boum, repasser. Et ça dépendra uniquement de la Bitcoin dominance aussi. Si la BTC dominance remonte sur un plus haut, bah, en fait, le total 3 risque de continuer à descendre et on retestera ça plus tard, sûrement pour la fin de l'été. Inversement, si vous voyez, on fait le rebond qui, boum, redescend plus bas, et bah là, en fait, ça va refaire la même chose sur Total 3, où là, on va casser à l'inverse. Bon, ensuite, les altcoins. Je vous avais montré quelques altcoins. On avait Cookie. Alors, je vous montrais un peu par rapport au ruban que je vous ai montré la dernière fois. Bon, comme d'hab, hein, je l'ai pas mal expliqué la dernière fois, mais c'est très risqué. C'est-à-dire que là, on est sur un marché, le marché des cryptos le plus risqué. On est sur les altcoins, qui sont les actifs les plus risqués de ce marché. Et en plus de ça, c'est du levier, donc un truc très risqué, sur un marché risqué, sur des actifs risqués. Donc on est sur un niveau de risque qui est quand même assez élevé. C'est pour ça aussi que j'ai pas mis beaucoup de capital pour éviter de prendre trop cher. Mon derrière, je vous avais montré Cookie, vous voyez, qui est toujours plus ou moins dans le ruban. Il faut attendre la clôture weekly, la clôture daily de ce soir, mais on est tout juste. On a Usual où je me suis fait sortir parce que on est passé en dessous du ruban. On a malheureusement les mêmes coins sur lesquels je ne vais pas rentrer parce qu'il y avait trop de delta. Au final, ils ont pas mal corrigé. Là, ils reviennent dans le ruban, donc c'est intéressant. On a AKT, on est on commence à être pile pareil dans le ruban. Et là, pareil, la clôture daily d'aujourd'hui, hyper importante. Donc là, je suis toujours dedans. ATR, super intéressant là. Vous voyez, le ATR est vraiment parfait, hein. Au niveau graphique, on a la cassure. En plus, on revient sur le point pivot qu'on a ici. C'est vraiment propre. On a le BGB qui est pas trop mal aussi, vous voyez, où je suis re-rentré juste après la vidéo, donc à peu près une moyenne d'achat par ici. On a Chiluise qui lui est passé en dessous. Je suis toujours dans le trade, mais ouais, pareil, c'est pas ouf pour l'instant. DYDX, pareil, je suis toujours dans le trade, mais oui, on passe en dessous du ruban. On a le fait qui est pour l'instant lui pile dedans, donc lui, j'ai pas encore tous mes ordres qu'ils ont pris et j'ai un dernier ordre qui est vers les 0,70 ici, donc il est pas loin d'être pris. Ensuite, on a Jupe où lui, même chose, vous voyez, on est pile dans le ruban et là,
ah ouais, on commence à faire la clôture des liens en dessous, donc pareil, il faut vraiment le tenir. On a le link aussi, là, le link, c'est tout juste. Attends, je vais enlever tout ça, mais ouais, le link, c'est vraiment tout juste, quoi. On est vraiment pile dedans. Pareil, il faut pas passer en dessous, parce que là, pareil, je me fais sortir. On a le pic où malheureusement, je me suis fait sortir, parce que alors, je suis venu chercher tous mes ordres, mais ouais, il allait chercher trop bas, trop en dessous du ruban, du coup, je me suis fait stop loss. Et ensuite, il y a le TAO, ouais, qui était très large et qui là a bien corrigé, qui revient le ruban, donc lui, il va commencer à devenir intéressant de ce côté-là. Donc pour l'instant, il y en a la plupart, je suis encore dedans. Il y en a 2-3 où je me suis fait sortir. À voir comment ça se passe là durant cette semaine. Soit on a le rebond et en fait, ce qui me reste, ça va bien monter. Et en fait, il suffit qu'il y en ait un ou deux qui montent bien. Et en fait, ça va me rentabiliser largement tous les autres et je vais faire pas mal de profit. Par contre, si voilà, on casse le petit support là sur BTC qu'on a des 102 000, bah là en fait, on a tout qui va chuter au niveau des altcoins en dessous du ruban. Il suffit que ça fasse une mèche un peu trop profonde de moins 10, moins 15%, bah, je me fais tout sortir. Donc on verra, on aura la réponse cette semaine. Ce que je vais vous montrer par contre, c'était ETH où je suis pas trop fan là de ce qu'on fait en 4 heures. Ouais, déjà en DI, regardez le ruban comme il est loin, on a encore de la marge avant d'aller chercher. Ouais, on peut encore pousser sur un moins 12% pour aller dessus, mais c'est surtout en H4. J'aime pas du tout la structure qu'on fait. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment l'impression qu'on fait près la même structure qu'on avait sur BTC là en janvier ou même en 2021. Vous voyez, en fait, on fait, alors je sais pas si c'est week off exactement, mais ouais, c'est des plus hauts où ça fait vraiment ce genre de structure et ensuite, bam, ça chute complètement comme ça. C'est toujours la même chose avec ce genre de structure où en fait, on fait des plus hauts, mais qui s'atténuent en fait au mesure du temps jusqu'à trouver le premier top ici. Et ensuite, à l'inverse, vous voyez, ça fait exactement le même top qu'on a ici, ici, ici. Vous voyez, c'est à peu près les mêmes, mais qui descendent de plus en plus. Et en fait, bah, souvent, quand on arrive là, et en fait, on arrive sur le point donc, de pivot qu'on avait ici, qu'on avait break. Et là, boum, on chute beaucoup plus fort. Donc je me méfie énormément de ça. Je peux vous montrer un peu concrètement ce qu'on avait eu sur BTC aussi. C'était à peu près le même truc où, vous voyez, où c'est à peu près pareil. Genre, on monte et on fait en fait des tops comme ça, hop, et ensuite ça s'inverse. On fait des tops ici, puis en plus bas, et là, bam, on chute complètement. Il y a eu pareil aussi en 2021. C'était assez choquant ça. Ouais, même chose, on monte, hop, on fait des tops, et là, après ça s'inverse, c'est top, et boum, on chute complètement. Alors c'est drôle parce que alors c'est drôle parce que ce genre de structure, on a aussi les mêmes, mais à l'inverse. C'est-à-dire que quand on est sur les zones de bottom, vous voyez, ça fait pareil, mais à l'inverse. Regardez, par exemple, on a la même chose ici, vous voyez, où ça va chercher des bottoms ouais, de plus en plus profonds, et après, hop, ça s'inverse, et là, boum, ça pète. Et en fait, on fait de plus en plus ce genre de structure sur les cryptos. Et beaucoup moins les structures qu'on avait en 2017 où on montait très fort, on redescendait très fort, on remontait très fort. Là, c'est beaucoup plus ce genre de structure. Et là, c'est vrai, sur ETH en H4, ça me fait assez peur. Et après, vous connaissez la chanson, hein, de toute façon, quand vous avez Ethereum si on a un Ethereum comme ça qui chute assez fort, bah, les altcoins, ils vont tous prendre tarif aussi. Mais bon, ça dépendra pas mal de BTC, et c'est pour ça que là, le support des 102 000 sur BTC va être hyper important. Si on voit que ça tient pas et que ça commence à péter, vous pouvez être sûr que Ethereum il va suivre et puis il va former ce genre de structure. Pour ce début d'été, ça va pas être ouf. Donc on verra. Après, voilà, c'est pas grave, c'est comme ça. C'est pour ça que c'était important aussi de pas trop abuser sur les altcoins. J'ai pas mis non plus énormément de trades avec pas beaucoup de capitaux pour pas prendre trop cher si voilà ça marche pas comme on veut. Franchement, mon plan là sur BTC et sur les altcoins, c'est juste de checker sa bitcoin dominance. Si je vois que BTC dominance recasse à la baisse, charger les altcoins en trading. Si c'est pas le cas, plus focus BTC et essayer de trouver des entrées sur BTC. Bon, par contre, du côté des marchés tradis, c'est pas trop mal. Ouais, on a les S&P, et Nasdaq qui ont quand même ouvert la baisse aujourd'hui. Mais vous voyez, là, sur la semaine précédente, on est bien monté. Alors, on a un peu de marge là aussi. Vous voyez, on peut redescendre. On peut revenir sur le ruban. Donc là, c'est la même chose. En fait, on est quand même assez haut sur la plupart des marchés. Et, enfin, à court terme en tout cas. Et par rapport à la hausse qu'on a eue là sur le mois de mai, on peut très bien avoir une correction pour la fin mai, début juin. Et ce qui serait pas du tout dramatique, ce qui serait un peu dur à court terme, mais qui serait sain pour du moyen terme, quoi. Allez, je finis avec le commentaire du jour de Dupontagne qui lui dit: bonjour, merci pour ta vidéo. Peux-tu expliquer comment mettre un stop loss, comment le calculer, les risques? Faut-il s'identifier sur ces deux plateformes? Es-tu sur Uniswap? Peux-tu faire une démo des fonctionnalités? Merci. Alors, très bonne question. Alors, vous n'avez pas besoin, la plupart, que ce soit par exemple ZoomX ou Bluefin, vous pouvez juste vous inscrire avec votre mail. Vous n'avez pas besoin de KYC, vous n'avez pas besoin de mettre votre identité. Et ça, pour moi, c'est l'un des plus importants aussi pour quand j'ai sur une plateforme. Et vous pouvez faire pas mal de retraits, de dépôts, de volume en fait, de trading sans problème, sans avoir besoin de mettre votre identité. Alors, c'est pas le cas, par exemple, de Binance, BitGet maintenant, Bybit. Ils demandent l'identité, mais voilà, Bluefin et ZoomX, c'est tranquille. Au niveau de calculer les risques, mettre le stop loss, etc., j'ai déjà fait 2 grosses vidéos là-dessus que je conseille fortement d'aller voir. Vous allez sur Crypto Future, vous allez dans Playlist ici, et dans Playlist, vous avez Tuto. Et en fait, vous cliquez sur tuto et je vous ai fait un tuto Bluefin. Alors, c'est des gros tutos, ouais. C'est des tutos d'1 heure, mais ils sont complets de chez complet avec un montage, les gars. Le montage, il est exceptionnel. Le montage est exceptionnel. Regardez ça. Franchement, le montage, il est trop stylé. On a mis le paquet sur le montage. Donc, c'est tout bien expliqué. Et vous avez, voyez, tuto Bluefin et tuto ZoomX. Après, si vous voulez chercher sur la barre, vous mettez Crypto Future, tuto, hop, et normalement, vous trouverez
Vous avez tuto ZoomX ici. Alors ça, c'est l'ancien. Prenez plutôt les récents. Ouais, tuto Bluffin, par exemple. Ouais, j'en ai sorti un il y a 3 mois, juste là. Et vous pouvez mettre tuto ZoomX. Normalement, il est sorti il y a 5 mois. Donc, ils sont encore d'actualité, ouais. Et pareil, gros montage, 50 minutes de vidéo et je vous explique tout. Et en fait, ce que vous pouvez faire, c'est quand vous êtes sur le tuto, vous avez tout le sommaire ici. Et en fait, vous pouvez voir, donc là, par exemple, bonus, intro, voilà, compte et avantage, je vous explique tout. Et là, après, je vous explique voilà, dépôt, transfert, acheter et vendre en spot. Et ensuite, toute la partie future, qui est, je pense, le plus important, avec les frais, comment placer un trade, les stop loss, les TP, prendre un trade, le mode croisé, isolé, voilà, rentrer en mode limite, placer les stop loss partiels aussi et en limite, ajouter de la marge, placer, enfin bref, il y a tout. Les stop profit aussi, l'onglet analyse de compte. Donc voilà, n'hésitez pas à les voir et normalement, vous aurez toutes vos réponses dans ces vidéos. Donc voilà, je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. N'hésitez pas encore une fois à passer inscription, vous avez Bluffin, ZoomX, je vous invite à aller voir les tutos si vous en avez besoin. Je vous laisse là-dessus et moi je vous dis à plus. Ciao.